Premier été, la fleur au fusil. La guerre de mouvement doit être courte. L'empereur Guillaume II y laissera forcément ses moustaches. La propagande bat déjà son plein, mais beaucoup d'hommes ordinaires ne s'y laissent pas prendre et ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive lorsqu'ils délaissent soudainement et dans l'angoisse leur famille et leur emploi. Ils n'ont pas abandonné les bancs de l'école depuis si longtemps, ces 4 millions de Français, mobilisés de la première heure. Conscrits de fraîche date, réservistes et rappelés plus âgés qui s'en vont vêtus de leurs pantalons rouges et de leurs manteaux bleus, la tête rasée, sans casque, à travers les champs remplis de coquelicots et de bleuets, comme pour des grandes manœuvres estivales, que seules les longues marches forcées et la lourdeur du barda arrivent à différencier des exercices du temps de paix. Les paysans sont soucieux. Qui va moissonner? Qui va finir de rentrer la paille? Qui va labourer? Qui va vendanger? La moisson ne peut qu'être meurtrière, et la vendange sanglante. Beaucoup ne vont pas survivre à ce premier été. Ils vont tomber sous les balles des mitrailleuses ennemies. Ils vont finir crucifiés dans le piège carnivore des fils de fer barbelés. Ils vont être pulvérisés sous des tapis d'obus. Ils vont être les premières victimes de la guerre, mais aussi celles des erreurs d'une hiérarchie militaire incompétente qui brille encore par le culte du sabre, de la baïonnette et du clairon, et par le mépris de l'artillerie lourde. Et ils vont tomber à l'époque de la rentrée des classes, comme Charles Péguy, comme Alain Fournier, et comme tant d'autres. 1/6 des tués de la Grande Guerre, disparus pendant les 2 premiers mois d'un conflit qui durera plus de 4 ans, plus de 140 000 en 5 jours d'été, 27 000 pour la seule journée du 22 août 14, la plus meurtrière de tous les temps. Et leurs papiers militaires vont être déposés, avec leurs plaques, dans une bouteille renversée, fichée dans la glaise, au pied d'une croix sommaire, ou d'un fusil, brisé, planté, la crosse en l'air. Les premiers vont disparaître à l'ouest de la Moselle, au fil des premières défaites qui vont déclencher un véritable exode de population civile sur les routes de France et une formidable retraite franco-anglaise. Et l'armée allemande va s'arrêter à 40 kilomètres de Paris, stoppée par la première bataille de la Marne. Mais il y aura d'autres premiers étés, d'autres baptêmes du feu, pour 4 millions d'autres jeunes Français mobilisés pendant les 4 années à venir. Premier été, saison de la déchirure, des premiers combats, des premières boucheries. Je m'appelle Henri Gauthier, je suis originaire de Château-Chinon dans la Nièvre, où mon père fabrique la fameuse limonade Gauthier-Janot. Je n'ai pas fait de longues études en dépit de réelles aptitudes en français. Je suis donc entré dans l'entreprise paternelle avant d'être mobilisé. Et me voici à 31 ans sur le front de l'Est, d'où j'écris à mes parents. Février 1916. La traversée de Commercy se fit au pas cadencé, armes sur l'épaule. Il importait de ne pas offrir le spectacle d'un troupeau incohérent et flasque. Montrer à la population les signes extérieurs d'une troupe organisée et disciplinée. Dieu que c'est long ce bourg. Si je tenais au pas un sabre à gland de crin, comme je penserais différemment, sans doute. Mais ma baïonnette s'empêtre dans mes cuisses, mon col tiré en arrière m'étrangle. 1, 2, vas-y, c'est beau. Regardez, bourgeois, notre pas cadencé permet à votre volaille de cuire en son four. Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette, jolie et mièvre un peu. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute nous étions beaux et grands. Nous allions par là-bas où l'on meurt, où l'on est défiguré, haché, déchiré, et nous y allons, au pas, au son des cuivres aigus. Nous portons dans nos cartouchières la mort. Nos fusils tuent. Nous sommes forts et doux peut-être. Nous sommes une bête formidable qui pourrait broyer cet enfant sans la voir, sans entendre ses cris et sa plainte. Son admiration est un vague effroi et de piété. Nous sommes un énorme troupeau de formidables douleurs. Nous sommes un rempart des joies de l'amour, du bonheur. Sans accepter cette tâche, nous mourrons pour elle. Peut-être cette enfant ignorante, naïve, coquette, ne l'a-t-elle pas compris. Mais elle l'a senti. Son regard me réchauffe. Son admiration m'a fait tendre le jarret. Son sourire m'a donné du cœur. Elle était peut-être tout simplement jolie.
À mes côtés, sous son regard, mes camarades eux aussi se sont redressés. 1000 rêves ont peut-être caressé leurs pensées. Un charme sensible paraît les avoir touchés, et parce qu'une fillette les voyait, ils eurent un regard plus serein et plus clair, une démarche plus ferme, un front plus guerrier. La foi me manque. J'ai une foi stérile et creuse. Elle ne sert pas de moule à ma vie, elle n'entretient pas une mystique à mes actions, elle n'éveille qu'occasionnellement ma soumission. Mes nerfs crient et se froissent à certaines imaginations, et dans mon chaos, je ne trouve de cause et de raison à mes souffrances que le besoin de jouir et de paraître chez 1000 qui ne sont point à la peine. Et je refuse de souffrir pour leur donner des honneurs ou de la joie, des richesses et des maîtresses jeunes, jolies et parfumées. Je ne suis pas assez austère pour agréer l'attente de ces maîtres, et j'ai l'estomac trop vide. Je suis trop sale, et j'ai trop de poux. Je ne peux croire que c'est le fumier qui fait la rose, et que notre pourriture empuantée par le camp et la tranchée, que notre révolte, que notre douleur feront de la justice ou du bonheur. Et quel égoïsme de dire à son frère « Tu mourras pour que je sois heureux ». N'est-ce pas là toute la guerre, et ce calcul n'est-il pas le squelette effarant qu'on cache sous les oripeaux d'honneur, de devoirs militaires, de sacrifices ? Chaque putain de guerre représente les 1000 douleurs de celui qui la porte, 1000 morts de ceux que le combat a fauchés, et les 1000 jouissances des ventres et des bas-ventres de l'arrière. Voilà ce qu'elle crie, cette putain de guerre. Celui qui me porte est un naïf, qui croit que les mots cachent des idées, que les idées feront du bonheur, et qui n'a pas vu quel bacchanal son dévouement permettait derrière le mur formidable des discours, des proclamations, des compliments et de la censure. La marque extérieure de la distinction du militaire est la blancheur des mains. Je m'efforce de soigner les miennes. C'est un besoin, surtout quand j'ai le cerveau clair. Si bien qu'en regardant mes mains, je vois la netteté de mon esprit. Et des jours, j'ai les mains bougrement sales. D'autres jours, je les admire et les contemple. Elles semblent vivantes d'une autre vie que la matérielle. Je sens en les voyant ce que je peux entreprendre, comme d'autres voient ce qu'ils peuvent saisir. La main ne montre pas que des déformations professionnelles, elle est la preuve d'une mentalité. J'ai 19 ans, et je m'appelle Henri Lange. On me surnomme Riquet, et ce n'est pas péjoratif, on connaît mon courage. Il y a 5 ans, j'ai subi 2 interventions chirurgicales, sans anesthésie. J'ai devancé l'appel. À 17 ans, j'ai quitté le lycée Pasteur de Neuilly, pour m'engager et combattre. J'ai été affecté au 21e régiment d'artillerie, mais je me trouve encore trop loin des combats. Aujourd'hui, j'écris au général commandant le 12e corps d'armée. Le 6 septembre 1917. Mon général, je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie pour des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet assez différent de celui de la plupart des combattants. Je fais partie d'une famille israélite, naturalisée française il y a un siècle à peine. Mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc un double devoir à accomplir. Celui de Français d'abord, celui de nouveau Français ensuite. C'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Lorsque je me suis engagé à 17 ans, j'ai demandé à être artilleur, sur la prière de mes parents et les conseils de mes amis, qui servaient dans l'artillerie. Les appelés de la classe 1918 seront sans doute envoyés prochainement aux tranchées. Je désire les y devancer. Je veux, après la guerre, si mon étoile me préserve, avoir la satisfaction d'avoir fait mon devoir, et le maximum de mon devoir. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de Français, de vrai et de bon Français. Je veux, si je meurs, que ma famille puisse se réclamer de moi et que jamais, qui que ce soit, ne puisse lui reprocher ses origines ou ses parentés étrangères. J'espère être physiquement capable d'endurer les souffrances du métier de fantassin, et vous prie de croire, mon général, que de toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement. Je m'appelle Maurice Maréchal, je suis soldat de 2e classe, agent de liaison,
Mais je suis surtout un violoncelliste originaire de Dijon, enterré pour combien de temps encore dans une tranchée dans le nord de la France. Dimanche 27 septembre 1914. Ah, que c'est long et monotone et déprimant. Voilà 15 jours que nous restons sur place. En 1870, autant que je me rappelle, il y eut de formidables batailles où les armées se cognèrent vraiment avec acharnement. On parle toujours de Gravelotte, Reichshoffen, Raisonville. Ces noms évoquent de l'action, des forces dépensées dans un commun effort, de l'énergie, de l'héroïsme. Je pense à ces régiments de cavaliers balayant la plaine, ces combats corps à corps, ou presque, dans les rues de village. Eux les voyaient, les Prussiens. Nous ne les voyons pas. Pour la malheureuse infanterie, la tâche est bien facile à résumer. Se faire tuer le moins possible par l'artillerie. Pour cela, on marche la nuit. Les mouvements se font au petit jour et au crépuscule. On a toujours l'air de se cacher. Une fois arrivé au poste de combat, chacun prend ses positions. Ici telle compagnie, là telle autre, là le commandement. Puis on se terre dans les tranchées et on attend. Là, on ne voit rien, mais on entend. C'est tout de même quelque chose. L'artillerie se met à cracher, on compte les coups, on risque un œil pour mesurer la distance à laquelle éclatent les projectiles, on se baisse vivement lorsqu'on perçoit ironique et railleur le zzz, zzz d'une nouvelle marmite. Et voilà l'héroïsme de nos jours. Se cacher le mieux possible. Évidemment, à force de s'amuser d'un côté et de l'autre, à s'envoyer les uns de la picrite, les autres de la milinite plein les obus, il arrive quelques bobos. Boum! Oh, celui-là arrive bien près. Boum! Bon, tout le monde est par terre, roulé de sable et de poussière. On ne voit plus rien à cause de la fumée noire qui vous aveugle. Mais on entend des râles, et c'est le spectacle hideux, indigne d'être raconté. De 7 ou 8 bonhommes au milieu desquels est venu éclater avec un gros bruit bête l'obus contenant des kilos de millinite. Alors les moins blessés s'en vont, suffoquant encore un peu, sous le coup d'émotions nerveuses. On les sent tout petits, en face de cette épouvantable chose. Les uns, le bras sanglant, d'autres, le soulier déchiqueté avec un trou rouge. Et ils passent devant les autres tranchées, boitillant, mais pas plus rares. Pour la plupart, ils sont courageux. Peut-être aussi songe-t-il avec effroi que les voilà encore bien partagés, et que d'autres sont restés dans le trou et qu'on les enterrera demain. Puis le soir arrive. Le soleil se couche. Tout devient beau. Le ciel, les arbres, les collines. Toutes les silhouettes se précisent et le petit clocher de tille se profile, découpé dans du papier noir sur le fond orange des cieux. La fumée des derniers obus erre lentement, emportée par le vent. Tout est tendre, grand, auguste, solennel. Alors on se lève, sans bruit. On ramasse les sacs, le fusil, et on reprend la route du cantonnement. Tandis que des régiments reposés viennent nous remplacer sur les positions. Il fait froid. Les mains gèlent sur le guidon, et on ne sait pas bien, oh non vraiment, si on a fait quoi que ce soit d'utile pour la patrie. On n'a pas agi. J'aurai bientôt 40 ans le 28 juillet, et je m'appelle Martin Vaillagou. Je suis originaire du Quercy. Avant la guerre, avec ma femme Eugénie et mes 2 frères, nous sommes montés à Paris, où j'ai monté une entreprise de maçonnerie qui marchait plutôt bien. J'ai 2 enfants, Maurice et Raymond. Maurice, le plus âgé, a 11 ans et s'intéresse de près au combat. Dans les lettres qu'il m'envoie, il pose un tas de questions auxquelles je m'offre de répondre sans détour. Voici pour Maurice. Je vais exaucer les vœux à Maurice dans la mesure du possible. D'abord, pour les lignes de combat, je vais tracer un plan au dos de cette feuille que tu pourras suivre et expliquer à maman, à moins que maman comprenne mieux que Maurice. Pour les balles allemandes, je pourrai le faire. J'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid, il pourrait attraper la grippe.
Et puis, mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français? Et si ce papa prussien rapportait un képi de français à son petit garçon, et que ce képi fût celui de ton papa, qu'est-ce que tu en penses? Tu conserveras ma lettre et tu la liras plus tard quand tu seras grand. Tu comprendras mieux. À la place du casque de Prussien, je vais t'envoyer à toi, à Raymond, maman peut les recevoir aussi, des petites fleurs de prime-vert que les petits-enfants, garçons et filles du pays où je suis, cueillaient autrefois et qui faisaient leur joie, et que moi, le grand enfant, j'ai cueilli cette année dans leur jardin pour te les envoyer. Je ne les vole pas, elles se perdraient tout de même. Je vous les envoie pour que vous pensiez un peu à leur malheur de n'être plus dans leur maison. Je mets même mes ustensiles de cuisine sur un petit dodo de ces petits-enfants. Il y en a là deux même que je ne peux voir sans penser à vous, et les larmes aux yeux me disent que vous êtes tout de même heureux par rapport aux autres. Je m'appelle Henri Floch. Je suis caporal au 298e régiment d'infanterie. Dans le civil, je suis greffier de la justice de paix de Breteuil, dans le département de l'Oise. En ce soir du 3 décembre 1914, je sais, comme 5 de mes camarades de la 19e compagnie, que de Vingré dans l'Aisne, à quelques kilomètres de chez moi, j'écris ma dernière lettre à ma femme. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades. Et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois. Pardon. Je vais me confesser un instant et j'espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance.